Dans la présentation qui suit, je présenterai le portrait de mon rôle ainsi que mes responsabilités comme personne enseignante au collégial à l'égard de 3 dimensions de mon identité professionnelle, le rapport à la société à travers l'école, le rapport aux collègues et le rapport aux responsabilités. En présentant cette analyse, je souhaite être en mesure de situer ma pratique enseignante à l'égard de mon rôle et de mes responsabilités comme personne enseignante au collégial en vue de construire ma propre pratique. Encore une fois, j'ai l'opportunité de pouvoir me questionner sur mon rôle et mes responsabilités. Mais cette fois-ci, ce sera en rapport à la société à travers l'école. Est-ce que notre rôle ainsi que nos responsabilités peuvent être impactés par la société à travers l'école? En fait, dans cette première partie du travail qui comprendra le portrait de mon rôle et mes responsabilités en rapport à la société à travers l'école, j'ai élaboré le tout dans 3 sections. En débutant par la synthétisation des éléments significatifs qui ont émergé de mes réflexions quant au rapport à la société, à travers l'école bien sûr. Ensuite, je décrirai comment ces éléments quant au rapport à la société se manifestent dans mes pratiques enseignantes en donnant des exemples pour illustrer dans quelle mesure elles sont cohérentes ou non avec le rôle et les responsabilités attendues de la personne enseignante au collégial. Ici, c'est moi. Je terminerai cette première partie du travail en expliquant un moyen réaliste que je compte mettre en place pour favoriser les apprentissages chez mes élèves pour être davantage en cohérence avec le rôle et les responsabilités attendues de la personne enseignante au collégial quant au rapport à la société à travers l'école. En terminant cette partie, je trouve que c'est un énorme processus que d'analyser et d'élaborer sur mon rôle et mes responsabilités en rapport à la société à travers l'école. C'est certain qu'il me sera impossible d'y inclure tout ce dont j'aurais aimé inclure dans le projet, mais j'y serai allée au maximum de mes possibilités et du possible. Alors, c'est parti! Ce qui a été pour moi significatif et qui a émergé lors de mes réflexions par rapport à mon rôle et mes responsabilités quant au rapport à la société à travers l'école est au sujet de l'approche par compétences et la mobilisation des ressources. Les termes savoir-agir et savoir-être sont pour moi des termes qui ne sont pas totalement étrangers puisque depuis plusieurs années, dans le cadre de mon travail et de mes activités, j'entends ces termes qui sont utilisés par les gens qui m'entourent, en m'indiquant que je sais agir et être dans plusieurs situations différentes. Si je me fie aux documents sur les compétences, le savoir-agir est composé de ressources internes qui sont comme par exemple un ensemble de connaissances qui pourraient inclure les expériences, les intérêts et l'attitude d'une personne. En fait, je pense que les gens apprennent et acquièrent les ressources internes depuis leur enfance et aussi à l'intérieur de leur famille personnelle. C'est certain que les ressources internes sont aussi développées dans le cadre de l'expérience professionnelle que la personne acquiert au fil des années. Comme dans mon cas personnel, j'ai eu la chance d'occuper plusieurs positions qui m'ont permis de développer et d'acquérir les habiletés et à aussi développer des intérêts en lien avec l'enseignement. Lorsqu'on fait le lien entre mon rôle et mes responsabilités au rapport à la société à travers l'école, c'est en fait dans ma capacité à aider les apprenants à développer leurs habiletés, leur attitude et à acquérir de l'expérience tout en essayant de trouver les ressources de mobilisation leur permettant d'obtenir et de développer un intérêt pour ce qu'ils souhaitent faire dans le futur. Concernant les ressources externes, de mon côté, je crois que mon rôle et mes responsabilités sont plutôt en lien avec ma capacité à pouvoir transmettre l'information, la documentation et les outils permettant aux apprenants de plus facilement développer leurs capacités tout étant en lien avec leurs ressources internes. Du côté de la mobilisation des ressources, ce n'est pas tout à fait simple de pouvoir supporter la responsabilité de développer les étudiants par rapport à leurs compétences tout en supportant une certaine mobilisation. C'est en utilisant des stratégies métacognitives et d'autorégulation ainsi que des composantes de la motivation scolaire qu'il est possible de pouvoir développer les étudiants et en même temps d'être capable de leur transmettre la responsabilité de leurs propres apprentissages. Le rôle de la personne compétente est en fin de compte d'enseigner et d'aider à apprendre aux apprenants. De ce fait, je réalise aussi que lorsque les étudiants universitaires qui sont en processus de devenir professeurs et qui sont en train de faire leurs études ne reçoivent pas suffisamment d'encadrement leur permettant de devenir des ambassadeurs du développement, du savoir-agir et à être chez leurs futurs apprenants. Je m'explique par le fait que trop souvent, les jeunes sont confrontés au fait qu'ils doivent rester assis à leur bureau et doivent écouter un professeur qui doit transmettre une information dans le but d'obtenir les résultats spécifiés et attendus dans leur programme. Dans ce contexte, les élèves ne sont pas motivés à ni réellement intéressés à ce qu'il leur faut apprendre. Je crois aussi que le rôle de la personne enseignante au collégial est de créer des activités où les élèves
ressentent une certaine motivation ou une petite lumière s'allume et les pousse à vouloir aller plus loin dans leurs apprentissages. Et le tout de façon totalement autonome ou presque. Dans ce qui suit, je décrirai comment ces éléments quant au rapport à la société à travers l'école se manifestent dans mes pratiques enseignantes, en donnant au moins un exemple pour illustrer dans quelle mesure mes pratiques sont cohérentes ou non avec le rôle et les responsabilités attendues de la personne enseignante au collégial. La première pratique enseignante qui me permettrait de démontrer la cohérence de mon rôle et de mes responsabilités est la façon dont je présente les notions devant être apprises dans le cadre du cours à enseigner. En fait, je crois qu'il est toujours important d'expliquer les liens existants entre les informations et importance dans la vie de tous les jours. Par exemple, je me souviens lorsque j'étais jeune, je n'aimais pas vraiment l'école. Je trouvais que ce qui m'était forcé d'apprendre ne me servait absolument à rien. Personne n'a jamais pris le temps de m'expliquer ou même d'expliquer aux autres les raisons pour lesquelles il fallait apprendre les matières ou sujets scolaires. Je suis sincèrement convaincue que si les professeurs prenaient le temps d'expliquer et de faire des liens avec la matière enseignée et l'actualité ou la réalité de la clientèle concernée, l'engagement et la motivation des apprenants seraient extrêmement plus fortes. C'est ce qu'on peut appeler un modèle inspirant positif, puisque lorsqu'on est nous-mêmes élèves et que certains professeurs nous transmettent pendant notre parcours de formation l'inspiration de vouloir aller plus loin et de s'auto-développer, c'est ce qu'on appelle un phénomène inspirant d'un modèle inspirant positif. Malheureusement, je crois qu'il y a trop souvent des modèles négatifs qui démotivent et finalement dirigent les apprenants vers l'abandon plutôt que vers une motivation. Concrètement, lorsque j'enseigne une notion, je trouve qu'il est important de donner à l'apprenant la responsabilité de son apprentissage en lien avec les notions présentées dans le cours, en lui démontrant ou en posant des questions à l'apprenant de comment ces notions pourront servir dans le cadre de son futur emploi, dans le cadre de sa vie future et de réfléchir à comment il pourrait mettre en pratique dès maintenant les notions apprises pour permettre de faire des liens et en même temps développer la motivation. Puisque s'ils sont capables de comprendre ce qu'ils sont en train d'apprendre et le pourquoi ils sont en train d'apprendre, ce sera plus simple de développer une motivation et de mettre les efforts pour apprendre. Ils pourront peut-être même avoir la capacité de vouloir aller plus loin, de faire leurs propres recherches. Alors, dans mes cours, quand je réalise que les étudiants font eux-mêmes leurs recherches et qu'ils n'ont pas besoin que je leur demande, pour moi, c'est un signe que j'ai réussi à développer leur capacité à s'auto-développer. C'est aussi en changeant de posture, en étant un expert disciplinaire à la base, tout en devenant un médiateur qu'il est possible de transmettre à l'apprenant la capacité de s'auto-former et tout cela, dans certaines mesures, à l'intérieur d'un cours donné. Dans cette partie, j'expliquerai un moyen réaliste que je compte mettre en place pour favoriser les apprentissages chez mes élèves pour être davantage en cohérence avec mon rôle et mes responsabilités, entendu de ma personne en tant qu'enseignante au collégial quant au rapport à la société à travers l'école. Le moyen que je souhaite mettre en place en lien avec la valorisation, la favorisation des apprentissages dans mon rôle et de mes responsabilités attendues serait de donner comme tâche aux étudiants l'élaboration des leçons de cours et ensuite à les partager aux autres élèves. Je crois que cette façon de fonctionner leur permettrait de chercher à développer leur capacité à découvrir différentes facettes et différentes façons de transmettre l'information aux autres apprenants. Je crois que ce moyen apporterait et augmenterait le sentiment de valorisation de l'apprenant ainsi que des apprentissages du cours donné. Ce moyen serait, je crois, en cohérence avec les concepts de mobilisation des ressources. Celui-ci développerait aussi leurs ressources internes, soit leurs habiletés, leurs intérêts, le tout en lien avec les notions à apprendre dans le cadre du cours. Ces mêmes ressources internes seraient en cohérence avec le développement de moyens réalistes pour favoriser les apprentissages, leur savoir-agir et leur savoir-être. Ceci servirait aussi à améliorer ou développer pour d'autres, puisque ce n'est pas tous les apprenants qui ont les mêmes parcours personnels ou professionnels avant de se rassembler dans un même cadre. Je terminerai en mentionnant que de transmettre cette responsabilité aux apprenants appuierait les responsabilités attendues de ma personne en tant qu'enseignante au collégial. Ce serait en fait ma contribution à l'amélioration des ressources internes des apprenants en lien avec leur participation à la société et le tout serait transmis à travers l'école. Maintenant, je préciserai comment mes forces de caractère peuvent devenir des leviers pour la mise en œuvre de mon moyen présenté précédemment. Je crois sincèrement que mes forces de caractère peuvent devenir des leviers pour la mise en œuvre de mon moyen
puisque c'est encore les mêmes deux forces que j'ai choisi de présenter pour démontrer le lien possible. C'est le courage, l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité que j'ai choisi de mettre de l'avant puisque je ressens le besoin de demeurer moi-même sans essayer d'agir autrement. Et je crois que si j'ai ce besoin, il y a des apprenants qui pourraient aussi en bénéficier et développer cette capacité à entrer en relation avec d'autres apprenants et tout ça en toute simplicité. C'est aussi en préparant et en présentant certaines notions du cours aux apprenants qu'ils pourront possiblement développer cette capacité à facilement entrer en relation avec les autres tout en développant leur honnêteté, intégrité et sincérité. C'est ainsi qu'il sera plus simple de présenter et de vivre le partage d'informations. La deuxième force que j'ai décidé de conserver est la curiosité et l'intérêt accordé au monde qui s'insère dans la vertu de la sagesse. J'ai souhaité conserver cette force puisque c'est en ayant un intérêt accordé au monde qu'il est plus simple de vouloir faire nos propres recherches et à développer nos capacités à chercher l'information qui nous convient le mieux. C'est aussi en étant curieux qu'on développe notre curiosité et qu'il est plus facile d'obtenir les informations pertinentes en lien avec l'information qui nous est demandé de vulgariser et de partager à un ensemble de personnes. En terminant, je crois que mes forces de caractère sont des leviers importants à maintenir dans ma personnalité, mais aussi à être en mesure de permettre aux apprenants de s'outiller et de se développer dans le même sens. Si j'ai réussi à transmettre toutes ces forces, bien qu'elles me sont personnelles, je crois que mon moyen à mettre en place pour favoriser des apprentissages sera encore plus cohérent. Pour conclure cette première partie de mon analyse, je crois que c'est en analysant justement le portrait de mon rôle et de mes responsabilités en tant que personne enseignante au collégial que je construirai mes propres pratiques enseignantes et que je découvrirai toutes les dimensions de mon identité professionnelle en rapport à l'école. Lors de ma lecture du document produit par Philippe Perrenoud au sujet de l'approche par compétences, je me suis posé la question suivante. Est-ce que justement l'approche par compétences pourrait être une réponse à l'échec scolaire? Donc, pour poursuivre l'analyse du portrait de mon rôle et de mes responsabilités, je continuerai ma présentation, mais cette fois-ci en rapport aux collègues et aux responsabilités. On pourrait se poser la question suivante. Lequel des deux est le plus important dans l'élaboration de mon portrait par rapport à mon rôle et mes responsabilités? En fait, je crois sincèrement que les deux sont importants parce qu'ils présentent deux aspects complètement différents, mais en même temps reliés au rôle et au portrait des enseignants qui doivent de nos jours transmettre leurs connaissances. Dans cette deuxième partie du travail qui comprendra le portrait de mon rôle et de mes responsabilités en rapport aux collègues et le rapport aux responsabilités, j'élaborerai le tout dans 3 sections. La première, la synthétisation des éléments significatifs qui émergent de mes réflexions quant au rapport aux collègues et au rapport aux responsabilités, soit l'autonomie professionnelle, la pratique réflexive et l'éthique professionnelle. Ensuite, je décrirai comment ces éléments se manifestent dans mes pratiques enseignantes en donnant des exemples pour illustrer dans quelle mesure elles sont cohérentes avec le rôle et les responsabilités attendues de la personne enseignante au collégial. Je terminerai cette deuxième partie du travail en expliquant un moyen réaliste que je compte mettre en place pour favoriser les apprentissages chez mes élèves et pour être davantage en cohérence avec le rôle et les responsabilités attendues de la personne enseignante au collégial quant au rapport aux collègues et aux responsabilités. Une nouvelle fois, je trouve que c'est un énorme processus que d'analyser et d'élaborer sur mon rôle et mes responsabilités par rapport aux collègues et aux responsabilités de l'enseignante. Mais je trouve que c'est un travail d'analyse et de réflexion important qui m'a permis de me poser certaines questions et de voir de nouvelles facettes du rôle et des responsabilités d'un enseignant qui ne se limite pas à seulement relations et aux liens avec les apprenants, mais en plus de l'information qui doit être partagée et transmise par celui-ci. Alors, c'est parti! Honnêtement, je ne m'étais jamais arrêtée à la compréhension ou à aller plus profondément dans une analyse par rapport au programme proposé dans les cégeps. Et aussi, je ne m'étais jamais posé de questions à ce sujet. Après les lectures, je m'aperçois que l'approche programme est importante parce qu'elle fait des liens avec tous les cours, toutes les habiletés et tous les savoirs nécessaires pour être en mesure d'effectuer des tâches dans un emploi futur. Est-ce vraiment nécessaire de revoir les programmes régulièrement? Sincèrement, je crois que oui, parce que avec les réflexions que j'ai pu réaliser pendant la préparation de ce travail, je vois maintenant qu'il est impossible de ne pas faire évoluer un programme année après année. C'est que la vie évolue, la culture évolue, et c'est important
aussi de faire en sorte que les cours qui sont donnés soient toujours en lien avec le tronc commun d'un programme. Donc, par exemple, même s'il y a un cours d'éthique dans un programme de comptabilité, c'est important que l'éthique qui y est présentée soit en lien avec le travail d'un comptable et non pas seulement de l'éthique générale. L'autonomie professionnelle. Dans ce qui suit, je souhaite présenter mes réflexions par rapport à l'importance que les différents intervenants impliqués dans tous les programmes ont dans la réflexion et dans l'évaluation de tout ce qui est processus pédagogique, toutes les opérations et l'intégration des cours par programme. Donc, je crois sincèrement que les collègues doivent conjointement ensemble discuter et partager leurs impressions, leurs analyses du terrain, de ce qu'ils voient avec les apprenants, comment ceux-ci réagissent aux informations et comment par la suite ils peuvent les appliquer. Alors, il est important pour les collègues, par rapport à l'approche programme, de toujours être en relation avec eux pour que les cours inclus dans leur programme soient tous en lien les uns avec les autres. Ça permet aussi de conserver une certaine logique et en même temps, ça peut augmenter la motivation des apprenants puisqu'ils peuvent par eux-mêmes réaliser les liens et concrètement pouvoir visualiser ce que ces informations et ces savoirs pourront leur donner comme outil dans l'extension de leur futur emploi. Lorsque je réfléchis aussi à mon rôle et mes responsabilités par rapport aux responsabilités des enseignements concernant l'approche programme, donc suite à mes lectures, je crois sincèrement que les enseignants sont les principaux acteurs dans les réflexions des programmes. Je crois qu'ils sont les mieux placés pour pouvoir analyser et venir aux conclusions que certains cours doivent être améliorés et transformés pour répondre aux besoins des apprenants d'aujourd'hui et du marché de l'emploi d'aujourd'hui. Encore une fois, lorsque je réfléchis aussi à mon rôle et à mes responsabilités par rapport au rôle de l'enseignant, je trouve intéressant de pouvoir profiter d'autant d'autonomie professionnelle en enseignement au cégep. C'est un avantage que les professeurs ont et j'ai l'impression que plusieurs ne peuvent pas ou ne sont pas nécessairement habilités à profiter de cette autonomie. Si on regarde les 3 axes de l'autonomie prévus à la Convention, la première autonomie individuelle liée à la préparation. Je trouve que c'est intéressant puisque nous avons la liberté de choisir la forme des cours que nous présentons, de choisir l'information qui est présentée et la façon dont c'est présenté. Bien sûr, il y a des normes et des informations obligatoires à présenter, mais nous avons l'opportunité de pouvoir y ajouter notre couleur et nos connaissances individuelles. Donc, je crois sincèrement que l'autonomie individuelle liée à la préparation est une grande chance pour les enseignants. Le deuxième axe est l'autonomie collective. En encadrant les activités des départements et des programmes par rapport à cette autonomie, je trouve intéressant de pouvoir partager entre collègues nos connaissances, nos opinions sur les cours et sur ce qui est enseigné, à savoir si, collectivement, nous pouvons améliorer et modifier certaines activités incluses dans les programmes. C'est toujours dans une optique d'amélioration continue et au bout du compte, c'est toujours les étudiants qui en profitent. Donc encore une fois, c'est une dimension de l'autonomie professionnelle que je trouve absolument avantageuse pour les enseignants et apprenants. Le troisième axe de l'espace d'autonomie est les pouvoirs accordés aux syndicats. Bon, par rapport à ce pouvoir accordé aux syndicats, je trouve honnêtement que je n'ai pas eu beaucoup à faire avec le syndicat. Mais de ce que j'ai eu la chance de lire dans le document de Stéphanie Carl, conseillère pédagogique au Cégep Montmorency par rapport à l'autonomie professionnelle, c'est qu'il est important de pouvoir avoir un syndicat dans la mesure où il met en place des comités et des limitations qui protègent les enseignants, mais en même temps les apprenants. Donc, je trouve que le rôle et le pouvoir accordé aux syndicats est avantageux pour un cégep, peu importe qu'on soit du côté de la direction ou du côté des enseignants. En fait, collectivement, c'est intéressant pour les employés de pouvoir participer aux assemblées et de partager sur leurs enjeux par rapport à plusieurs aspects de leur travail. Et individuellement, c'est aussi intéressant de pouvoir avoir du support par rapport à la vision de leur travail et des inconvénients qu'ils peuvent vivre. Ça permet aussi de conserver une certaine équité de part et d'autre dans le cégep. Concernant la pratique réflexive, en lien avec le rapport aux collègues et aux responsabilités, je crois qu'il est de la responsabilité de la personne enseignante de pratiquer cette méthode et à l'égard de sa pratique parce que c'est important de prendre cette responsabilité de toujours se questionner, à savoir s'il n'y aurait pas des éléments dans ma pratique qui devaient être améliorés et ou modifiés. Donc, c'est important pour pouvoir réussir à s'améliorer, d'améliorer sa pratique, de l'analyser, de la décortiquer et de la comprendre pour pouvoir par la suite avoir un portrait global de celle-ci et de faire des choix d'action à poser par la suite. Quand cette étape est finalisée, il faut conserver sa posture ouverte et rester disposé à faire des expériences avec de nouvelles façons de travailler, de prendre des notes, de faire des prises de conscience pour éventuellement effectuer des ajustements dans nos choix d'action préalablement sélectionnés suite à notre
notre analyse. Je trouve intéressant de pouvoir avoir cette autonomie et de pouvoir se questionner et d'améliorer notre modèle d'enseignement. Je considère important de conserver cette autonomie par rapport à nos choix de modèle d'enseignement et nos choix de posture d'enseignement. Alors, la pratique réflexive est une opportunité d'ouverture pour les professionnels enseignants. Bien sûr, il y a des dimensions cognitives, affectives et métacognitives qu'il ne faut pas oublier, et c'est de notre rôle et de nos responsabilités de se questionner par rapport à nos croyances et par rapport à nos réactions dans l'analyse de notre posture d'enseignement. Maintenant, l'élément significatif en rapport avec l'approche programme concernant l'éthique professionnelle est situé par rapport aux compétences réflexives et éthiques que les enseignants peuvent mettre en place et développer dans le but de travailler en collaboration avec les collègues du même programme. Le tout pour s'assurer que les décisions prises pour l'ensemble des apprenants soient bien en lien avec le bien. En d'autres termes, c'est pour probablement limiter les situations où il pourrait y avoir de l'abus. C'est pourquoi il est important que tous les enseignants puissent participer à des formations sur l'éthique et ainsi être en mesure de culturellement suivre les décisions de l'établissement et du programme dans lequel ils évoluent au travail. En terminant sur les éléments significatifs, la synthétisation des éléments quant au rapport aux collègues, à l'autonomie professionnelle, la pratique réflexive et l'éthique professionnelle. Elles sont pour moi des éléments qui m'ont permis d'approfondir ma propre pratique en me donnant aussi le droit de me re-questionner et ainsi essayer de trouver des pistes de solutions ou tout simplement des solutions pour améliorer ce que j'ai déjà dans mon coffre à outils au niveau du savoir-être, savoir-agir et savoir-faire. Dans ce qui suit, je vous décrirai comment ces éléments, quant au rapport aux collègues et au rapport aux responsabilités, se manifestent dans mes pratiques enseignantes. Premièrement, j'aimerais présenter un exemple qui illustre dans quelle mesure mes pratiques actuelles sont cohérentes avec mon rôle actuel et mes responsabilités qui sont aussi attendues d'une personne enseignante au collégial. Actuellement, je crois sincèrement que sans le savoir, je pratique déjà les pratiques réflexives puisque je prends le temps d'analyser les réactions de mes apprenants par rapport aux activités que je mets en place dans l'ensemble de mes cours. Il est certain qu'il y a des sondages à la fin des cours qui peuvent nous donner des indices sur ce qui pourrait être amélioré dans nos pratiques, mais je crois que les relations que je suis en mesure d'établir avec mes apprenants m'aident plus particulièrement à analyser et valider si ma façon d'être, ma façon de transmettre l'information est adéquate et ou apporte les résultats espérés et attendus par l'ensemble des collègues et départements. Plus concrètement, lorsqu'il y a des pauses dans mes cours, je prends le temps de rester en classe et disponible pour discuter avec les étudiants. Je suis ouverte aussi à la discussion personnelle sur des sujets qui sont importants pour les étudiants et je démontre un intérêt aussi aux autres élèves en démontrant que ce qu'ils partagent comme information est aussi important et pourrait être bénéfique pour les autres élèves qui sont présents dans la classe. J'essaie aussi, bien sûr, de faire des liens et d'apporter des éléments supplémentaires dans le but de faire aussi des liens avec ce qui est appris en classe. Donc, tout est toujours dans une optique de transmettre mon savoir aux apprenants. Je crois sincèrement aussi que mon rôle et mes responsabilités dans le cadre de ma participation au niveau de mes collaborations au sein des départements de programme au collégial sont répondues, mais pourraient probablement être plus approfondies et je pourrais être plus impliquée puisqu'actuellement, je ne participe à aucun comité. Je crois qu'il serait avantageux pour moi dans le futur d'être plus impliquée au sein du programme dans lequel je travaille et au niveau de la pratique réflexive. Je suis toujours ouverte à la présence de collègues dans ma classe pour partager mes activités, mes façons de présenter mes cours aux collègues. J'aimerais aussi pouvoir concrètement aller m'asseoir dans une autre classe pour pouvoir valider, améliorer ou modifier mes propres façons de travailler en général par rapport à mon savoir-être et mon savoir-agir. Le moyen que je désire mettre en place pour favoriser les apprentissages chez mes élèves et pour être aussi en cohérence un peu plus avec le rôle et les responsabilités attendues quant au rapport aux collègues et aux responsabilités est nécessaire pour les apprenants d'augmenter l'élément de signification pour qu'ils puissent trouver du sens lors d'apprentissage et pour réussir à y parvenir. Le moyen que je souhaite mettre en place est de m'assurer que lorsque je présente chaque nouvelle connaissance à l'ensemble des élèves, je m'assurerai d'avoir une certaine présence d'éléments d'une utilité sociale. Par exemple, de leur démontrer comment ces nouvelles connaissances peuvent leur permettre d'être ou de devenir des gens meilleurs pour la société ou pour eux-mêmes. C'est possible d'utiliser plusieurs outils et plusieurs informations différentes, comme je pourrais peut-être utiliser des expériences passées dans le monde du travail, des voyages passés ou des engagements sociaux actuels ou passés avec lesquels j'ai eu des expériences et pour lesquels je pourrais aussi faire des liens avec les connaissances, les informations, le savoir présenté en classe. Un autre moyen qui pourrait être utilisé, un autre moyen pourrait être d'être plus structuré dans mes connaissances actuelles. Je suis déjà assez structurée, à mon avis, mais de pouvoir offrir une structure, une stabilité aux apprenants en leur permettant de développer leur stabilité cognitive
en facilitant l'organisation et la structure de leurs apprentissages. La mise en place de ce moyen serait très simple puisqu'il est naturel chez moi de faire des liens dans la vie courante avec les notions à transmettre. Je trouve que pour moi-même et dans tous les cours que j'ai eu la chance de suivre dans ma vie, le fait de pouvoir faire des liens avec ma réalité me permet de mieux comprendre et d'adhérer aux idées qui me sont présentées. Donc pour chaque notion, je m'assurerai de faire des liens avec l'actualité ou autres comme défini dans les exemples précédemment énumérés. Dans le but de pouvoir démontrer comment mes forces de caractère sont un levier pour me permettre de mettre en place le moyen et de pouvoir faire des liens entre les savoirs et les actualités de la vie courante, dans le but, bien sûr, d'augmenter la motivation des étudiants, j'aimerais revenir sur les mêmes forces de caractère présentées dans la première partie. Je crois que ma première force, qui est l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité, va sûrement être un levier important pour m'aider à la mise en œuvre de mon moyen, parce que c'est avec la démonstration de ces forces que mes apprenants auront envie de venir vers moi pour discuter et pour être plus à l'écoute des liens que je pourrai présenter. Avec la démonstration de ces forces que mes apprenants auront envie de venir vers moi pour discuter et pour être plus à l'écoute des liens que je pourrai leur présenter. Aussi, dans le cadre de la transmission de mes connaissances, la deuxième force, qui est la curiosité et l'intérêt accordé au monde, encore une fois, je ressens que les deux forces sont intimement reliées puisqu'il y a encore des éléments internes de sincérité, d'intégrité, d'intérêt accordé au monde, de curiosité envers la vie qui nous entoure, mais aussi envers les gens. Alors, je crois sincèrement que d'utiliser ces forces de caractère dans la mise en place de l'application de mon moyen est une grande influence pour réussir cette mise en place du questionnement réflexif et s'inscrit concrètement dans une vision socio-constructive. Pour conclure ce projet d'analyse du portrait de mon rôle et de mes responsabilités en rapport avec la société à travers l'école, le rapport aux collègues ainsi que le rapport aux responsabilités, je crois que celle-ci m'a permis de réfléchir à ma pratique et d'en apprendre un peu plus sur les différents et nouveaux concepts. Et qu'il est possible d'améliorer ma propre pratique, de me questionner plus sur ma posture enseignante, tant au niveau de l'approche programme, de ma relation avec mes collègues, de mes responsabilités tant envers mes apprenants qu'envers mon employeur et de m'assurer que finalement mon rôle est bien compris de ma part et me permettra ainsi de poursuivre mon cheminement dans le cadre de mon développement en tant qu'enseignante au collégial. Merci beaucoup.